président de la République affirme dans son discours au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires que la faim a encore progressé en 2022 dans le monde et particulièrement en Afrique et insiste sur l'urgence de bâtir des systèmes alimentaires nouveaux. Le Premier ministre offre un dîner en l'honneur des parlementaires après l'adoption par l'Assemblée nationale de la déclaration politique du gouvernement. L'Assemblée nationale adopte 3 projets de loi de coopération judiciaire entre la Mauritanie et l'Algérie. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, du haut de la tribune des Nations, du sommet plutôt des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, tenu ce lundi à Rome, appelé à la mise en œuvre des systèmes alimentaires adaptés et performants. Il a fait remarquer qu'en 2022, la faim a encore progressé dans le monde et particulièrement en Afrique, continent le plus touché et où une personne sur 5 souffre de faim. Le président de la République a par ailleurs indiqué que notre pays a conçu et mis en œuvre un ensemble de stratégies centrées notamment sur le développement de la production et de la productivité agricole, entre autres. Je vous invite à suivre l'intégralité de ce discours. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le Directeur général de la FAO, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Son Excellence Madame Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres d'Italie, ainsi que Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, pour avoir pris l'initiative d'organiser le présent sommet qui s'inscrit dans la dynamique de celui de 2021 sur les systèmes alimentaires. La présente rencontre nous offre aujourd'hui, chers amis, l'opportunité d'apprécier les résultats obtenus, d'échanger et de réfléchir ensemble sur les moyens les plus à même de promouvoir dans les meilleurs délais des systèmes alimentaires résilients, écologiques et performants, susceptibles de rendre l'élimination de la faim raisonnablement envisageable à l'horizon 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, malheureusement, en 2022, la faim a encore progressé dans le monde et particulièrement en Afrique, continent le plus touché et où une personne sur 5 souffre de faim, ce qui représente le double de la moyenne mondiale. Face à ce constat amer, l'urgence de bâtir des systèmes alimentaires nouveaux, mieux adaptés et plus performants s'affirme aujourd'hui avec davantage d'acuité. Les effets directement induits par le changement climatique sur les ressources naturelles, les modes inadaptés de gestion de l'exploitation de ces ressources, l'urbanisation accélérée et non contrôlée participent énormément à l'insécurité alimentaire qui règne en Afrique et particulièrement au Sahel. La grave crise sécuritaire née de la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent qui sévit dans ce continent, le fort taux d'endettement de ces pays, ainsi que l'insuffisance des ressources mobilisées au profit du renforcement de la résilience des populations et des systèmes alimentaires, accentuent davantage sa vulnérabilité et l'insécurité alimentaire. Pour faire face à cette situation critique, mon pays, la Mauritanie,
a conçu et mis en œuvre un ensemble de stratégies centrées sur le développement de la production et de la productivité agricole, sur le reboisement, l'édification de barrages, l'amélioration des semences, la valorisation et la promotion de nos ressources animales et halieutiques. Ces stratégies visent aussi à faire progressivement évoluer nos modes de production vers des pratiques d'exploitation durable comme l'agroécologie. Naturellement, cette transformation passe par la diversification des filières et l'adaptation des productions agricoles aux variations climatiques. Les progrès déjà obtenus en matière d'autonomisation des petits producteurs ruraux, de renforcement des institutions locales et de l'élargissement de la base productive des ressources naturelles sont encourageants. Parallèlement à cela, nous avons engagé un combat contre la pauvreté et l'exclusion pour la promotion d'un développement économique durable, fortement générateur de croissance inclusive et d'opportunités d'emploi. Des efforts conséquents ont été consentis dans ce cadre, en coordination avec nos partenaires techniques et financiers. Il requiert cependant davantage de soutien et de mobilisation des ressources financières. Conscient de l'impact du changement climatique sur les systèmes alimentaires, nous avons œuvré à porter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique à 50% à l'horizon 2030 et nous en sommes aujourd'hui déjà à 34%. Ces résultats seront complétés par le lancement d'un nouveau programme de développement de l'hydrogène vert en tant que source alternative et durable d'énergie propre. En outre, notre contribution nationale climat soutient également la transition écologique d'autres secteurs ayant un potentiel d'atténuation comme le transport, l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Notre pays insère ses efforts en faveur du système alimentaire, de la lutte contre la désertification et l'insécurité alimentaire dans le cadre d'actions sous-régionales plus globales, comme c'est le cas avec l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, dont nous assurons la présidence en exercice, l'initiative de la Grande Muraille Verte ou encore le SILS. Cependant, nous sommes convaincus que la réalisation des objectifs cibles en matière de lutte contre la faim demeure tributaire d'un engagement plus soutenu en faveur des pays et régions les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. J'exhorte donc la communauté internationale à s'impliquer davantage dans le développement de la production agricole et agroalimentaire, à soutenir l'agriculture paysanne et l'économie rurale en vue de l'émergence de systèmes alimentaires adaptés et performants. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous pourrons ensemble espérer éradiquer la faim à l'horizon 2030, conformément à notre agenda commun de 2030. Je vous remercie. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a offert hier soir au Palais des Congrès de Nouakchott un dîner en l'honneur des députés de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'approbation de la politique générale du gouvernement. Au cours du dîner, le Premier ministre a exprimé ses remerciements aux parlementaires pour leur approbation de la déclaration politique du gouvernement qui traduit, a-t-il dit, leur soutien au programme du président de la République, Mohamed El Ghazouani. Il a souligné que cela donnerait au gouvernement l'opportunité de poursuivre les réformes et d'accélérer le rythme de mise en œuvre des projets au profit des citoyens, remerciant une nouvelle fois les parlementaires. L'actualité parlementaire marquée également ce lundi par l'adoption de 3 projets de loi portant sur le renforcement de la coopération judiciaire entre la Mauritanie et l'Algérie. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Justice pour défendre les projets soumis à l'approbation des députés. Un récit de Bokar Bailaba.
3 projets de loi relatifs au renforcement de la coopération judiciaire entre la Mauritanie et l'Algérie ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Le premier projet de loi numéro 23011 porte sur la ratification de l'accord de coopération judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Le deuxième projet de loi numéro 25012 porte sur la ratification de l'accord de coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre notre pays et l'Algérie, signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Le troisième projet de loi numéro 23013 porte sur la ratification de l'accord régional d'extradition entre la Mauritanie et l'Algérie, signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Devant les parlementaires, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Bouya, a déclaré que l'accord relatif au projet de loi numéro 23011 qui fixe le cadre juridique de la coopération judiciaire entre la Mauritanie et l'Algérie en matière pénale permet de renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine. Il a expliqué que cet accord vient combler le vide juridique en matière de coopération judiciaire entre les deux pays. Le ministre a mis l'accent sur l'accord relatif au projet de loi numéro 23012 qui fixe le cadre juridique de la coopération judiciaire entre la Mauritanie et l'Algérie dans le domaine civil et commercial. Il a indiqué qu'en vertu de cet accord, les citoyens des deux pays sur le territoire de l'autre partie bénéficieront de la même protection juridique. S'agissant du projet de loi numéro 23013, le ministre a indiqué que l'accord fixe le cadre juridique de la coopération judiciaire entre notre pays et l'Algérie en matière d'extradition. En d'autres termes, ce projet de loi permet à chaque pays de remettre à l'autre partie les personnes se trouvant sur son territoire qui sont recherchées par la partie requérante et à l'encontre desquelles une mesure privative de liberté a été prononcée par l'autorité judiciaire dans le cadre des poursuites pénales ou d'une condamnation définitive. Et au cours de leurs interventions, les députés ont apprécié l'importance de ces 3 projets de loi, estimant qu'ils contribueront à moderniser le cadre juridique de la coopération judiciaire entre notre pays et l'Algérie. Ils ont appelé à conclure des accords similaires avec les pays voisins afin de protéger les communautés mauritaniennes. Les parlementaires ont souligné l'importance de l'exemption de ratification prévue dans l'accord pour faciliter le travail des acteurs économiques au regard des échanges commerciaux croissants et les horizons qui s'ouvrent dans de nombreux domaines. Restons à l'Assemblée nationale, dont la Commission des finances a examiné aujourd'hui le rapport de la Cour des comptes sur un projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2021. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation du président de la Cour des comptes, Hamid Ahmed Taleb, au cours de laquelle il a fait état des aspects liés à l'exécution de ce budget, passant en revue les rapports préparés par la Cour à ce sujet. Les épreuves de la session complémentaire du baccalauréat ont débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national en concomitance avec le concours d'entrée aux établissements d'excellence. Plus de 5000 concessionnaires participent à cette ultime chance pour décrocher le fameux diplôme qui ouvre la voie aux études supérieures. Mohamed Khatat. C'est pour s'enquérir sur place des conditions du déroulement des épreuves de la session complémentaire du baccalauréat et du concours d'entrée aux établissements scolaires d'excellence que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a effectué aujourd'hui cette visite dans certains centres au niveau des 3 wilayas de la capitale Nouakchott. Il a débuté sa tournée par le lycée d'Aravat 2, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, où se déroulent les examens pour l'entrée en première année du lycée d'excellence. Puis il s'est rendu à Toujounine 1, à Nouakchott Nord, où sont organisées les épreuves pour l'entrée en 5e année du lycée d'excellence, avant d'achever ses visites par l'ENI à Nouakchott Ouest, où se déroule la session complémentaire du baccalauréat série mathématiques. Il est à noter que les épreuves de cette session complémentaire du baccalauréat sont organisées dans 7 centres et 15 centres d'examen dédiés pour le concours du lycée d'excellence.
Au terme de la visite, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, a indiqué que le nombre des candidats à la session complémentaire du baccalauréat dépasse les 5 700 candidats, précisant que la première session a connu un taux de réussite élevé par rapport à l'année précédente. Il a souligné que les mesures prises ont permis d'augmenter le taux de réussite cette année, faisant observer que les déséquilibres de l'année scolaire précédente ont été pris en compte, ce qui a permis d'impacter positivement l'organisation, le déroulement et les résultats de la présente session complémentaire du baccalauréat. Le ministre a ajouté que 9 700 élèves se sont portés candidats au concours d'entrée aux écoles d'excellence pour les 2 cycles, assurant que toutes les mesures ont été prises pour de meilleures conditions de déroulement et de correction des examens. Les participants à ce concours sont répartis sur les filières de la littérature originelle et moderne, des mathématiques et des sciences, en plus de la filière technique. Maury Post et sa consoeur gabonaise, la Poste SA Gabon, ont scellé ce jour à Nouakchott une convention permettant aux 2 sociétés de bénéficier des services dans le domaine du transfert des fonds. Les directeurs généraux des 2 sociétés ont opposé leur signature sur le document en présence du ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Mohamed Abdallahi Loudi. Compte rendu signé Amin Khalil. La convention signée entre Maury Post et la Société des Postes du Gabon vise essentiellement à faciliter le transfert d'argent entre les 2 pays. Un partenariat qui ouvrira, selon le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallahi Loudi, les possibilités de transfert direct et fiable entre la diaspora mauritanienne établie au Gabon et ses bénéficiaires sur le territoire national et vice-versa. Faciliter le contact et l'interaction avec nos communautés à l'étranger et, rappelle le ministre, au centre des intérêts du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. La présente convention offre, selon le directeur de Maury Post, M. Ali Oulaïssa, au-delà des possibilités de transfert direct, une série de services bénéfiques pour les 2 parties. La mise en œuvre de la présente convention contribuera à la fluidité des transferts et échanges économiques entre notre pays et le Gabon. La convention que nous venons de signer va dans le droit fil des intérêts mutuels de la Poste de Mauritanie et celle du Gabon. Elle est axée essentiellement sur 5 points que je vais énumérer succinctement. Le premier point, c'est d'élaborer une reprise de nos relations qui se sont arrêtées dans le cadre du mandat par le biais de l'Union postale universelle. Le deuxième point, c'est la reprise, voir comment nous pouvons élaborer des opérations de transfert avec des opérateurs qui ont pignon sur rue dans le domaine, à savoir Western Union, Small World, RIA. Le troisième point, c'est de voir la possibilité de développer les opérations de mobile money. Je crois savoir que la Poste de Mauritanie est déjà avancée sur cette voie. Nous allons nous inspirer d'elle pour pouvoir développer également ce produit chez nous. Le quatrième point, c'est le développement du courrier, des petits colis. Et le cinquième point, qui pour moi est d'une importance majeure, c'est le marketplace, qui consiste à ce que nos artisans puissent, à travers une plateforme numérique, exposer leurs produits, et les agents économiques, aussi bien mauritaniens que gabonais, pourront acheter ces produits en ligne et les 2 postes respectifs serviront d'intermédiaires.
Il est attendu que la signature entre notre pays et le Gabon du présent accord parvienne à résoudre plusieurs problèmes liés essentiellement aux échanges économiques et financiers entre notre population et celle du Gabon frère. Toujours dans le volet de la coopération Sud-Sud, tenu ce jour à Nouakchott des travaux de la réunion du comité technique de suivi de l'accord de partenariat de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal. Le ministre de la Pêche, Mortar Al-Huseinou Lam, a rappelé à cette occasion que dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, la Mauritanie et le Sénégal sont liés par une convention signée en 2001 à Nouakchott, dont les protocoles d'application ont été régulièrement renouvelés. Bokar Baylaba. La Mauritanie et le Sénégal sont liés par une convention dans le domaine de la pêche signée en 2001 à Nouakchott, dont les protocoles d'application ont été régulièrement renouvelés. Ainsi, notre pays a adopté un plan d'aménagement des pêcheries de petits pélagiques pour 5 ans à partir de novembre 2022. Les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont excellentes et se sont bien diversifiées au cours des dernières décennies, embrassant tous les domaines de la vie sociale et économique d'intérêt commun. Les petits pélagiques se heurtent à de sérieux problèmes mettant en cause leur durabilité et leur rôle social et économique dans notre sous-région ouest africaine. Pour faire face à cette situation, notre pays vient d'adopter un plan d'aménagement des pêcheries de petits pélagiques pour 5 ans à compter de novembre 2022, qui sont la principale ressource concernée par la convention entre nos deux pays dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Ce plan d'aménagement a pour objectif, entre autres, d'assurer la durabilité de la ressource par une gestion rationnelle des possibilités qu'offrent les stocks partagés des petits pélagiques. C'est dans cet esprit que nous avons décidé ensemble que nos équipes se réunissent aujourd'hui pour trouver les solutions adéquates et aplanir les difficultés rencontrées afin de renouveler le protocole dont la durée de validité est terminée depuis quelques jours. Pour le Sénégal, la rencontre de Nouakchott revêt une importance particulière face aux défis et enjeux actuels du secteur de la pêche. Le Sénégal et la Mauritanie constituent un même peuple, unis par l'histoire et la géographie, et entretiennent des relations fortes anciennes, couvrant plusieurs domaines, dont entre autres l'énergie, l'agriculture, la santé et la pêche. Dans le domaine de la pêche, qui fait l'objet de cette rencontre, ces relations se sont davantage renforcées au niveau bilatéral avec les conventions et protocoles signés entre les deux États. Il convient de relever l'importance de la réussite de la coopération halieutique entre nos deux États et en particulier du protocole d'application de la convention dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture qui constitue un régulateur économique et social. C'est pourquoi, en plus de la signature d'un nouveau protocole, l'accent doit être mis sur la simplification des procédures de mise en œuvre pour permettre à la fois une facilité dans l'exécution et un meilleur suivi des activités. Pour rappel, les espèces pélagiques sont des poissons vivant dans les eaux proches de la surface ou entre la surface et le fond. Ce sont ces poissons qui constituent la principale ressource concernée par la Convention entre la Mauritanie et le Sénégal dans le domaine de la pêche. Niang Mamadou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a effectué aujourd'hui une visite d'information dans les établissements relevant de sa tutelle. L'objectif de la visite visait à s'enquérir des conditions de travail et des services scientifiques et administratifs rendus par les différentes structures d'enseignement supérieur. Mohamed Khatat. L'université Al-Asriya de Nouakchott était la première étape de la visite d'information qu'effectue le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niang Mamadou, à certains établissements et directions relevant de son département. À peine arrivé à l'université Al-Asriya de Nouakchott, le ministre a tenu une réunion avec ses staffs administratifs et pédagogiques pour discuter de la situation générale de l'université, de ses facultés et centres pour dynamiser sa mission essentielle et impulser les efforts dispensés dans le but de hisser l'enseignement supérieur.
Le ministre a ensuite visité la bibliothèque de l'université et sa nouvelle extension, écoutant des explications détaillées du président de l'université Al-Asriya de Nouakchott, Dr Cheikh Saad Bou Kamara. L'autre étape de cette tournée était l'Institut supérieur du numérique, où il a pris connaissance des services dispensés, livré par son directeur, M. Cheikh Ouledib, évoquant ses objectifs et sa mission de formation des étudiants sur le numérique et ses nouveautés. La troisième étape était l'école normale supérieure, où le ministre a tenu réunion avec ses responsables, écoutant les explications détaillées fournies par le directeur général de l'école, Dr Izidbi Oul Mohamed Mahmoud, lequel a rappelé que depuis sa création en 1970, l'école normale supérieure n'a cessé à ce jour de former des professeurs compétents dans diverses matières scientifiques. Le ministre a par la suite visité les classes de l'école, son campus, sa bibliothèque, ses équipements et les services qu'il dispense aux étudiants. L'étape suivante était l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, où le ministre s'est informé sur le fonctionnement de cette institution en écoutant des explications faites par son directeur général, Dr Sidi Mohamed Ould Abdeldaïm, relatives à l'entrée dans l'Institut. La dernière étape de la tournée était l'Institut universitaire professionnel, où le ministre a suivi un exposé fait par le directeur général, Dr Mohamed Abdeljalil Ould Houibib, sur la nature des études universitaires dispensées aux étudiants dans les domaines scientifiques. Dans la capitale du Gorgol, la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimetou Marfoud Kratri, a supervisé ce lundi le lancement des projets de développement mis en œuvre par son département pour l'année 2023 et la deuxième phase de l'implantation des nouvelles installations de stockage. Amina Khlil. Des politiques gouvernementales d'aide sociale que le commissariat à la sécurité alimentaire a lancé à partir de la ville de Kaédi des projets de développement pour l'année 2023, en plus de la deuxième phase de construction de nouveaux magasins de stockage. Supervisant le lancement de ces travaux et accompagné par le wali du Gorgol, M. Ahmed Al-Ousseidouba, et des élus locaux, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Kratri, a indiqué que les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les capacités de stockage dans le pays à travers la construction de 33 nouveaux magasins répartis dans les différentes wilayas du pays avec une capacité de stockage globale dépassant 125 000 tonnes. Les nouveaux magasins seront construits, précise-t-elle, dans les wilayas du Gorgol, du Brakna, de l'Adrar, du Dakhlet Nouadhibou, du Tizi-Zemmour et de l'Inchiri. Les projets de développement lancés dans le cadre de cette activité s'élèvent, conclut-elle, à 800 projets de développement sur l'ensemble du territoire national, toutes sortes confondues. Pour leur part, le président du conseil régional du Gorgol et le maire de Kaédi ont exprimé leur appréciation pour les programmes du président de la République exécutés dans la zone et contribuant à l'amélioration de la vie des populations. Au niveau de la wilaya du Gorgol, la commissaire à la sécurité alimentaire s'est réunie en compagnie du wali avec les autorités administratives, élus locaux et représentants des services décentralisés où la situation de la wilaya a été mise en relief avec les priorités des actions futures exprimées par les populations. La commissaire à la sécurité alimentaire avait auparavant supervisé le lancement à partir de la Muqata'a de l'Qsaïb, la deuxième phase du programme de construction de 33 unités de stockage. C'était avant de se rendre dans les localités agricoles de Tinel et Tizekre, relevant de la Muqata'a de Mongol, où vivent d'agriculture des dizaines de familles locales. Retour à Nouakchott qui a abrité ce matin les travaux d'un atelier sur la santé de la reproduction. L'atelier de 5 jours planche sur l'examen des recommandations et conseils de l'OMVS dans le domaine de la santé, de la reproduction et les moyens permettant de les concrétiser au profit de la santé maternelle et infantile. Mohamed Khatat. C'est un atelier de vulgarisation des directives de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur la santé reproductive maternelle néonatale et sur la qualité des soins. L'atelier, qui est organisé par le Programme national de la santé reproductive en collaboration avec le bureau de l'OMS à Nouakchott, vise à rappeler qu'il s'agit d'une préoccupation majeure, l'enjeu étant la santé de la mère, du nouveau-né et de l'adolescent, en vue de garantir des prestations de qualité et réduire la mortalité au sein de ces couches sociales vulnérables.
L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé de souligner que la santé de la mère et de l'enfant est l'un des piliers des politiques de développement de l'État en raison de son profil d'objectifs stratégiques des OMD qui sont une priorité du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, programme traduit dans des stratégies et plans d'action dont la santé reproductive se positionne au premier rang et mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Pour sa part, la représentante de l'OMS, Mme Charlotte Fatindiaï, a souligné. En tout cas, nous tenons à vous dire qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, en Mauritanie, sous le leadership du coordonnateur qui est le Dr Mohamed Cher, nous allons tenir nos engagements et faire de ce programme notre priorité. Il est à noter que l'atelier a été l'occasion de suivre un exposé sur la santé reproductive dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Atelier, cette fois conjoint du ministère de l'Habitat et celui de la transformation numérique consacré à l'adoption du projet de la plateforme numérique pour le guichet unique dans la gestion et l'agrément du permis de construire. La rencontre d'une journée visait entre autres objectifs à simplifier les procédures et leur transparence. Bokar Bailaba. L'objectif de l'atelier est d'expliquer l'importance du numérique dans la simplification du traitement des dossiers, la réduction des coûts et la célérité dans les procédures dans la gestion et l'approbation des permis de construire. Et à l'ouverture des travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ahmed El-Bennan, a déclaré que le lancement des travaux de cet atelier est intervenu en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a souligné l'importance de faciliter l'accès des citoyens aux services, traiter rapidement les dossiers sur la base du respect de la loi et l'application efficace des procédures administratives. Seyidi Ould Mouhaïmid est le directeur des études, programmes et coopération au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, explique que la démarche de numérisation du guichet unique de gestion et d'approbation des permis de construire est de nature à donner de la cohérence dans les procédures, l'efficacité et la transparence avec des solutions appropriées. Les participants ont eu droit à un exposé sur les tenants et les aboutissants du projet de plateforme numérique de guichet unique de gestion et approbation des permis de construire. Avant de refermer ce journal, je vous laisse découvrir les quantités de pluie relevées ces dernières 24 heures dans certaines wilayas du pays.
pour la pluviométrie des dernières 24 heures. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République affirme dans son discours au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires que la faim a encore progressé en 2022 dans le monde et en Afrique en particulier. Elle insiste sur l'urgence de bâtir des systèmes alimentaires nouveaux. Le Premier ministre offre un dîner en l'honneur des parlementaires après l'adoption par l'Assemblée nationale de la déclaration politique du gouvernement. Et l'Assemblée nationale adopte 3 projets de loi de coopération judiciaire entre la Mauritanie et l'Algérie. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom Sur.